Salut mesdames et messieurs, c'est par ici que nous entamons notre partie de la conversation intelligente. Il s'agit bel et bien de cette émission hors du commun présentée par Bob Joseph à la grande classe comme d'habitude. Nous vous avons autrefois promis que nous aurons une conversation assez large avec Monsieur Jean-Luc qui nous vient de la Belgique et Nino Brown qui est un artiste belgo-congolais. Mais c'est avec eux aujourd'hui que nous allons essayer d'approfondir et d'aller vraiment au plus profond de notre conversation pour pouvoir soutirer quelques éléments que peut-être, selon la conversation qui a été faite, ces parties étaient peut-être négligées ou ignorées ou pas martelées. Mesdames et messieurs, on y va très vite faire cette présentation. Bonjour Nino Brown. Bonjour, ça va? Ouais, très bien. Ah, super bien. Vous portez bien? Ça va, ça va. Super bien. Et surtout qu'on parle déjà de votre déplacement. Bientôt là, vous allez pouvoir faire un saut pour la Belgique. Hein. Oui, j'ai 4 spectacles là-bas. Et 3 chaînes TV. Alors j'étais appelé là-bas pour faire ça. Très bien. De l'autre côté, vous n'êtes pas seul, vous êtes avec Monsieur Jean-Luc, qui est aussi un prédateur, qui est aussi un peintre en même temps. Bonjour Monsieur Jean-Luc. Bonjour. Vous portez bien? Très bien. Très très bien. Super. Voilà. Monsieur Jean-Luc, avant de commencer, moi j'aurais bien voulu vous poser un peu de questions. Oui. Vous êtes un peintre en même temps? Je suis en même temps peintre à mes heures, quand j'ai le temps en tout cas. Voilà. En dehors de mes professions, une profession d'entrepreneur. Alors là, je vois, j'espère que Tom Zakimouen est en train de faire son travail. Il va quand même énumérer ces images de peintres déjà sur nos écrans. Avec plaisir. Donc, vous écrivez, vous dessinez très bien. Je dessine, je peins plutôt. Je suis plutôt plus porté sur la couleur que le trait. Et vous avez conçu déjà une entreprise? J'ai une entreprise en rénovation du bâtiment. Rénovation du bâtiment. Qui dit rénovation, ça peut aussi être de la construction. Bien sûr. Donc vous avez toute une équipe qui est mobilisée sur place en Belgique? En Belgique, j'ai des spécialistes de carrelage, de plomberie, de maçonnerie, de toiture, tout ça réuni dans mon entreprise. Vous avez aussi des idées que vous voulez ramener par ici pour pouvoir faire asseoir quelque chose? Oui, je pense qu'ici, ce serait bien peut-être d'appliquer des méthodes de construction en Belgique et de construire des villas à la belge, avec la solidité, le confort à la belge, qui n'est pas tout à fait la même chose qu'ici. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, nous allons y aller très vite. Cette fois-ci, nous allons continuer, poursuivre cette conversation avec Nino Brown, l'artiste, qui a sorti une chanson, Jocelyne, une chanson dont beaucoup de gens parlent, beaucoup de questions se sont découlées lors de notre dernière conversation. Mais on va y aller pour pouvoir décortiquer. Nino Brown, votre chanson beaucoup plus sollicitée, Batubele Balobi, mais Nino Brown, Zembouana Yembi à Jocelyne Wana, vu que Oyakipe na Moutoua Komaki. J'espère que M. Jean-Luc Nemoutoua Komaki Zembouana. Komaki Baïdel, na Tchepeba, sans Zembo Fobe Barim. Ah, le Chaki Barim, Hermoroma Barefin, Wanana Yembi, Yomoraga. Yomoraga. Oyembi au rapé Yomo. Ah. Alors, et comment il y a monsieur Jean-Luc, vous avez ami ou comment? Oui, tout ça va ami. C'est bien en ami. Avec un masolo, il y a un problème. Il y a Marcia, il y a Jocelyne. Avec un masolo, il y a un sexy film. Vous êtes ici film. Donc, ils ont un masolo, ils ont vrai. Oui, ils ont histoire. Très bien. Très bien. Alors, monsieur Jean-Luc, moi j'avais une question. Selon la réponse dont Nino nous donne, cette fois-ci nous explique, disons que l'histoire que vous avez écrite à Nino Brown pour l'histoire de Jocelyne. Jocelyne, est-ce vraiment le nom de la dame en question? Effectivement, c'est Jocelyne, Léa Jocelyne. C'est son vrai nom? Son vrai nom. Moi j'appelais habituellement Jocelyne, mais elle préférait, s'appeler Léa. Voilà, donc vous n'avez pas voulu jouer sur l'anonymat? Pas du tout, parce que en fait je trouve que c'est un fait, ce qui s'est passé entre elle et moi, c'est plutôt un fait de société qui peut intéresser un grand nombre de personnes et surtout à titre privé, il y en a beaucoup qui vont peut-être se reconnaître. Qui vont vraiment se reconnaître. Mais moi je voulais, avant de commencer, parce qu'il y a déjà des photos que Tom Zakimouen va bel et bien pouvoir y mettre. Il s'agit de ces photos de la jeune demoiselle déjà.
elle était encore trop jeune. Mais vous allez nous parler un peu de la rencontre, la rencontre. Oui. Comment vous l'avez rencontrée? C'est une histoire vraie que vous avez traversée. C'est vraiment une histoire qui même pourrait être écrite. Mais bon, je ne suis pas écrivain pour autant, mais j'y pense. Là, vous y pensez. Ouais. Alors, votre rencontre était en quelle année? C'était en 2008. Vous avez parlé d'un ami qui vous avait mis en contact. J'allais quelques fois au Bénin et chaque fois je me retrouvais avec un ami béninois, entrepreneur comme moi. Et pourquoi vous partez au Bénin chaque fois? J'étais particulièrement attiré par ce pays qui a de multiples facettes. Et j'étais fort attiré par l'aspect un peu mythique qu'on rencontrait. Bon, inutile de vous parler de vaudou. Pas pour le tourisme, pas pour... Non, pour découvrir vraiment le pays. C'était pas une question touristique, c'était vraiment découvrir le Bénin. Découvrir les Bénin. Et non seulement ça, j'espérais planter des jalons pour une éventuelle affaire, monter un business comme certains font, des Blancs qui viennent comme ça, parachutés d'Europe et qui veulent s'implanter au Bénin. Donc ces pays vous a poussé à penser à un projet que vous voudrez bien élaborer. Oui, en fait, j'ai monté d'ailleurs une petite fabrique d'eau et comme ils appellent Pure Water, mais j'entendais souvent Pirota. Donc c'est plutôt de Pure Water Châtier qui se transformait à Pirota. Et finalement, j'en suis arrivé à créer une usine d'eau et qui a fait son chiffre d'affaires là-bas. Alors, quand est-ce que cet ami vous a parlé de comment ça s'est passé, la rencontre entre vous et cette jeune fille, Jocelyne? Oui, mon ami savait très bien que je cherchais une femme. Je cherchais entre 25, 30, voire plus. Voilà. Et il me dit, écoute, j'ai une fille pour toi. Et un peu trop jeune par rapport à ce que vous quel âge a-t-elle il me dit 19 ans. Non, je dis laisse tomber. C'est encore une gamine. Non, pour moi... Vous êtes dit elle n'est pas mature. Elle n'est pas mature. 19 ans, c'est pas mon créneau. Voilà. Je souhaitais rencontrer une femme à partir de 25, 26, dans ces eaux-là. Et il insiste tellement que je finis par y aller. Je me prends au jeu et le lendemain, j'étais au rendez-vous. Et je me trouve devant une jeune femme très éblouissante. C'est impérable. Agréable. Impérable en même temps. Oui, souriante, vraiment abordable, avec un vocabulaire qui ne déterminait avec pas... un français très bien grammatisé. Qui ne déterminait pas son âge. Pour moi, elle avait beaucoup plus de maturité, me semblait-il. Et ça s'est avéré exact du fait que le père lui-même aussi était un ministrat, donc je n'étais pas n'importe où, dans n'importe quelle famille, quoi. Voilà. Alors, pour dire vrai, c'est que la jeune demoiselle vous a surpris du côté du niveau de sa réflexion, pensée, du niveau de sa pensée, intellectualisme. De son intellectualisme, et effectivement, elle avait le verbe facile, la réplique d'une femme qui n'était pas de son âge. Alors vous n'avez jamais vu d'un tel ou d'une telle au niveau de la Belgique? Non, jamais. Non, je dirais même qu'il n'y a qu'en Afrique peut-être qu'on peut rencontrer des femmes beaucoup plus matures que leur âge en fait. C'est vrai, vous dites ça? Ah oui, j'en suis certain. J'en suis certain parce que bon, j'ai vécu toute ma vie en Belgique et si on s'amuse à faire des petites comparaisons intellect ou de caractère, on s'aperçoit tout de suite que la femme africaine, voire béninoise ou congolaise, est beaucoup plus mature. Et moi je sais pourquoi. J'ai pu imaginer pourquoi. Parce que ces petites filles, d'abord, elles sont un peu plus grandes que ceux qui viennent de naître, sont amenées à devoir s'occuper du dernier et de l'avant-dernier. Et finalement, elles grandissent avec la famille, elles remplacent le rôle de leur mère à certains moments, ce qui leur confère à un moment donné beaucoup plus d'expérience. De votre vivant, on dirait que vous avez beaucoup plus un côté préférable femme noire. Maintenant,
depuis que je connais l'Afrique et la femme noire, c'est vrai que j'ai une vraie préférence pour la femme noire, qui est plus responsable, qui m'apparaît plus digne sur le plan de la vie. Vous en êtes séparés, je pense que c'était la troisième femme. Oui, mais ça c'est un ensemble de circonstances. Je ne voudrais pas rentrer... C'était toujours les femmes noires. Toujours des femmes noires. Et pourquoi toutes ces séparations? Si je dois rentrer dans le vif du sujet, ça fait partie d'une histoire de vécu. Voilà. D'une femme à l'autre, évidemment, il y a aussi le caractère. Bien sûr qu'elles ont leur manière de réfléchir, leur perception, perception des choses, voilà, qui est beaucoup plus, pour moi, mature que celle qu'une femme de même âge aurait en Belgique. Mais il faut tenir compte aussi du tempérament de la personne. Donc il ne faut pas oublier qu'un Belge qui vient en Afrique, c'est un peu comme la confrontation de deux continents. Et aussi de deux mentalités, cultures différentes, etc. Donc, je peux penser que le blanc doit aussi accepter la culture et comprendre. Donc il y a tout ça, une adaptation à faire. Ah, c'est des choses. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, moi, puisque je me pose beaucoup de questions, on va y aller du côté de Nino Brown. Cette histoire nous semble avoir beaucoup de tendances, mais sur lesquelles nous allons essayer quand même de porter de lumière. Mais moi, je me pose des questions, Nino Brown, quant à vous. Vu que cette histoire se déroule de la sorte, mais moi, je me suis dit, pourquoi avez-vous décidé de mettre cette histoire sur papier et d'en faire une chanson? Eh ben, Fix, c'était mon ami. Et il avait vu que je faisais de la musique. Et lui, il m'a proposé pourquoi on ne le ferait pas en chanson. Est-ce que tu sauras faire une chanson sur ma Jocelyne, sur les problèmes que j'ai eus, etc. Essayer de faire un petit clip. Et bon, mais avant qu'il se sépare avec cette jeune demoiselle, est-ce que vous étiez au courant? Vous étiez toujours un ami? Oui, hein. Oui. Il a vécu la séparation. Il a vécu la séparation. Très bien. Alors, ça fait combien de temps que vous avez commencé à écrire cette chanson et jusqu'à ce que vous l'avez finie? Non, c'est moi qui l'ai écrite. Vous avez écrit la chanson, vous avez écrit l'histoire, votre histoire. Voilà. Vous avez voulu qu'elle soit chantée par Nino. Cette chanson a été écrite sur 40 minutes. Un jour, je me suis trouvé dans un coin de l'hôtel ici à Kinshasa, où on était lors de notre premier voyage. Et j'ai eu des idées qui ont jailli. J'ai écrit en 40 minutes. Le texte était terminé. Et moi, je devais reprendre quelques textes et les mettre en rime. Voilà. Essayer de composer de façon que ça passe bien en musique. Très bien. Alors moi, il y a une question que je me pose. Lorsque vous avez rencontré cette femme, puisqu'on parle de vous, la chanson elle est vraiment à Nino Brown, nous allons pouvoir énumérer les clips, ça va passer. Mais seulement moi je me pose des questions. Quand vous avez rencontré la femme, j'espère que le premier côté qui vous a beaucoup impressionné, c'est beaucoup plus son côté impérable, sa façon de parler, sa perception, cette éducation. C'est ce qui vous a beaucoup impressionné? C'est vrai que c'est une fille appelons ça, de bonne famille. Elle était ouverte. Ouverte, intellectuelle, une bonne mentalité. Une bonne mentalité. Donc, chercher d'autres. Et son physique m'attirait également. Pourquoi chercher d'autres? Je ne me suis plus posé de questions. Alors je me suis dit, mais tout compte fait, peu importe l'âge. Et tout compte fait, on nous dit aussi, mais l'amour n'a pas d'âge. Ah oui. Peu importe ce que les gens pensent, c'est ce que vous ressentez, c'est ce que l'autre ressent. Et si on s'est emboîté le pas, c'est que ça fonctionnait entre elle et moi, le feeling, le courant passé. Les courants passés. Et juste après, vous avez commencé à consommer cet amour avec elle? Tout à fait. Je dois dire qu'elle m'a prise littéralement dans ses filets. Et là, je fais référence à Jackie Rapon de l'époque que j'écoutais énormément au Bénin. Il y a une chanson qui reprend une part de ses paroles, qu'elle m'a pris dans ses filets. Voilà. Je vous conseille d'écouter cette chanson. Elle est vraiment à l'image de ce que j'ai vécu. On va pouvoir en télécharger. Mais moi, je me pose des questions maintenant. Lorsque vous avez consommé la partie de l'amour, vous commencez à vous fréquenter, avez-vous eu à avoir des relations sexuellement
rapidement. Oui, ça ne s'est pas fait attendre. C'est vrai, bon, comme dans toute rencontre, généralement, je pense qu'on ne reste pas derrière la porte. Vous n'avez pas attendu jusqu'au moment où vous allez vous marier? Non, pas du tout, pas du tout. Qu'est-ce qui s'est passé après tout ça? J'ai vécu 3 ans avec au Bénin, c'est-à-dire que je venais régulièrement la voir. Et vous vous êtes connus, vous avez eu le temps de fréquenter, vous vous êtes connus. Oui, on a eu le temps de se fréquenter. On a eu le temps de parcourir Cotonou, les estaminets, on allait dans des séances de discothèques. Des restaurants. Des restaurants, oui, Voilà. on a vraiment eu le temps de connaître la ville ensemble. Après, vous avez parlé quelque part, selon les briefings, qu'à un moment, il est tombé enceinte avant le mariage. Oui, avant le mariage, mais avant tout, un jour, j'étais un peu dubitatif, je me dis, mais je continue avec elle ou pas? Parce que je me dis, elle est quand même tellement jeune, et moi je retourne en Belgique, et je retourne toujours seul. Cette fois-là, je lui ai dit, écoute, j'ai envie de vivre avec toi et de rester avec toi. Mais là, c'est avant qu'elle puisse tomber enceinte? Oui, mais pour rester avec toi, il faut qu'on se marie. Et à ce moment-là, Jocelyne n'a pipé mot, elle n'a strictement rien dit. Et je me dis, mais qui ne dit mot consent? Elle n'a rien dit. Bon, le jour suivant, on en parlait déjà à sa sœur et puis à ses parents. Et ça s'est emboîté rapidement. Ça s'est emboîté rapidement. Mais je voulais parler de la grossesse. Quand elle est tombée enceinte, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, malheureusement, là, c'est avant que vous puissiez passer à la famille. C'est avant... Non, on était déjà passé à la famille. Et puis elle est tombée enceinte. Et puis vous avez avancé quelque chose dans la famille oui. Financièrement? Non, rien. Rien parce que chez vous, ça se fait pas comme ça, non? Non. Le père m'a dit, en fait, tu es exonéré, tu peux être exonéré de la dot, du moins dans cette situation-là, parce que finalement, quand on a décidé de se marier, ça a été très vite, et on a passé des étapes. Mais je me dis, tiens, pourquoi ne pas pouvoir donner la dot? J'aurais aimé aussi, j'ai bien entendu été voir le vieux, comme on dit, dans les familles là-bas. Le vieux, c'est un grand-père illustre, qui était d'ailleurs chef de district de l'époque, qui avait beaucoup d'influence. C'est un monsieur. Et j'étais très heureux de discuter avec, et lui-même m'a dit, prends soin de ma petite fille. Très bien. Et après, elle est tombée enceinte? Après, elle est tombée enceinte quelques mois plus tard. Et vous avez gardé cet enfant? Malheureusement non, parce que je me trouvais dans des situations un peu entre la Belgique et l'Afrique. Vous étiez toujours en contact avec Nino? Non, à ce moment-là, vous étiez très concentré à ce que vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas. C'était en 2008. Oui, non. Nino, on s'est connus bien plus tard. Mais avec la femme, vous êtes épousé en quelle année? 2011 2011. Alors vous avez fait 3 ans que vous fréquentiez. Oui, on s'est connus en 2008 et je l'ai épousée qu'elle avait 22 ans en 2011. Très bien. Là, elle était déjà 6 juillet 2011. Très bien. Et après, vous êtes décidé d'avorter. Qui avait avancé l'idée d'avortement? C'est-à-dire qu'un beau jour, je me retrouve en Belgique, elle me téléphone, Jean-Luc, je suis enceinte. Je n'ai pas le réflexe de lui dire, hurrah, c'est super. Je ne lui ai pas dit ça. Et je dis, c'est peut-être pas le bon moment, parce que j'ai des vous avez des problèmes, vous voulez de la stabilité. Oui. Mais ou bien vous ne vous sentez pas prêt? Je ne me sentais pas tout à fait prêt, mais seulement je ne lui ai pas dit fais-toi avorter. Je ne lui ai jamais dit ça. Voilà, mais c'est elle qui... Le problème, c'est elle qui a pris les devants et 15 jours plus tard, elle a donné ses raisons. Elle me retéléphonait. Jean-Luc, c'est fait, je l'ai fait partir. Ouf. Voilà. Alors, moi j'en viens, je reviens parce qu'il y a beaucoup de questions là-dessus. Mais Nino Brown, lorsque vous entendez en partie cette histoire, déjà quand une femme, vous êtes avec elle, et après, parce que c'est votre pote, et après
malgré une situation, une grossesse, après une femme qui vous passe un coup de fil, vous disant, bon, je me suis débarrassé de cette chose. Alors, dites-moi un peu comment vous allez concevoir déjà la façon de concevoir, concevoir d'abord l'histoire et la personne en question. Qu'est-ce que vous allez vous dire? À qui vous avez affaire? Nous, vu que nous, on est des coutumes africaines, nous, les Congolais, quand on a un enfant, on l'a engoté, quoi. Voilà. La femme va accepter qu'on nous demande. J'étais un peu déçu pour lui. Je lui ai dit, tu as dû le garder. Mais comme c'était déjà bien avant qu'on se connaisse, c'était déjà fait, le mari était déjà fait. Bon, mais est-ce que pour vous, une femme qui va déjà avorter, ça vous dit quoi? Une femme qui avorte sans votre présence, sans votre accès? Parce qu'elle ne voulait pas. Elle ne voulait pas d'enfant, elle ne se projetait pas assez loin dans le couple. Donc une femme comme ça, qu'est-ce qu'on en fait alors? Chez nous, soit on veut savoir pourquoi elle a fait ça. Si elle a fait comme ça parce qu'elle n'a pas envie, c'est qu'elle ne veut pas se projeter plus loin avec vous. Très bien. Puisque l'histoire de Jean-Luc me pousse à y aller un peu très vite avec beaucoup de curiosité, il a voulu que l'histoire reste en continu. Mais mesdames et messieurs, écoutez comment l'histoire se poursuit. Il a voulu ne pas s'arrêter là, mais il a continué l'histoire. Jean-Luc, quand il vous a dit que non, j'ai avorté, vous n'avez pas abandonné cette femme, et vous êtes senti qu'elle vous a quand même déchargé. Voilà. Oui, mais en fait, il s'est avéré que quelques semaines plus tard, je me trouvais mieux, je dirais, entre guillemets, dans ma tête, je me trouvais mieux pour accepter une grossesse. Et je regrettais déjà qu'elle l'ait fait. Mais bon, on avorte, généralement, on avorte toujours. Juste après, quand vous avez remarqué que votre situation de vie s'améliorait. S'améliorait, oui. Et vous vous êtes dit, j'allais garder mon petit. Oui, c'était dommage déjà. Je commençais déjà à le regretter. Je pense qu'un avortement doit se décider à deux, fermement, et pas d'un seul côté. Voilà. Parce qu'on conçoit à deux, donc on peut aussi éventuellement avorter à deux. Alors c'était la faute à qui lorsque vous entendez cette partie de votre histoire à vous-même? C'était la faute à qui? Je dirais que c'est la faute à pas de chance, parce que je ne voudrais pas lui jeter les sorts, l'opprobre, voilà. Parce que elle est là dans son pays natal, loin de moi, en vivant ce qu'elle vivait, sans savoir aussi le lendemain. Donc elle me connaissait bien sûr, mais moi quel aurait été, est-ce que j'aurais été d'un bon secours, d'un bon maintien, soutien pour elle? Donc elle devait sûrement se poser ces questions-là. Mais malheureusement, je n'étais pas assez persuasif bien sûr. pour lui dire, on le garde. Oui, voilà. Vous n'avez pas joué votre rôle en tant que responsable, je pense que j'ai péché un peu par hésitation. Vous vous êtes attendu à des choses qui vont pouvoir vous arriver? À ce moment-là, quand je lui ai... Des préjudices? Pas vraiment des préjudices, mais la manière dont la vie aurait pu se dérouler juste après. L'ironie qui sort. Oui, c'est un peu ça. Voilà. Maintenant, moi, j'aimerais vous poser une question. Vous avez dit, après tout cela, après l'avortement et tout, vous avez continué à amorcer votre partie d'amour. Et vous êtes allé jusqu'à vous marier et vous êtes allé vivre en Belgique. Oui. D'abord, on s'est marié en quelle année? un 6 juillet 2011. 6 juillet 2011. Et il a fallu, une fois rentré en Belgique, attendre 2 ans pour qu'elle puisse avoir le visa pour la Belgique. Visa Schengen. Pourquoi? Parce que malheureusement, à l'ambassade, on pose des questions à toutes celles qui veulent passer la frontière de l'Europe, qui veulent aboutir légalement. Et il y a des questions pièges. Que venez-vous faire en Belgique? Qu'allez-vous faire en Belgique? Vous allez voir qui Oui. Mon épouse, à l'époque, elle a répondu tout simplement, je vais continuer des études. Oh là là, et pourtant, vous étiez juste à ses côtés. Et ce que l'Office des étrangers belges aurait pu attendre de la part d'une jeune épouse, c'est de dire, je viens... C'est mon mari.
chez mon mari. Voilà. Retrouver mon mari. Voilà. Et donc, ça n'a pas plu à l'Office des étrangers qui a mis un veto. Donc, moi, tenant beaucoup à ma femme de l'époque, j'ai pris un avocat. J'ai bataillé contre les Vous avez aussi dépensé, vous avez mis les moyens pour essayer J'ai mis les moyens d'alléger la situation. pour qu'elle puisse finalement obtenir le visa après que le jugement de l'Office des étrangers ait été cassé. Ah oui. Pour ça, il fallait une suite impondérable de tribunaux, d'avocats, et ça a duré 2 ans. Très bien. Ça a duré 2 ans. Donc elle est venue là-bas en quelle année? En 2013. En 2013. De 2013 jusqu'à quelle année de la séparation? Alors 2013, on a vécu comme ça pendant 8 ans, avec des hauts et 8 des ans bas. dans une même maison. Dans une même maison. Vous mangez pas tout à ensemble, fait. vous dormez ensemble? Oui, tout à fait, absolument. Donc un vrai Comme couple, hommes et femmes. hommes et femmes. Voilà. Vous partagez tout. On partageait tout, la vie, Voilà. son salaire, le mien. Et il est arrivé un moment où vous avez voulu qu'elle fasse les études. Oui, pendant les 2 premières années, je peux dire que le couple fonctionnait bien. Je ne dis pas à merveille, parce qu'il y a toujours la question d'adaptation. Mais il fonctionnait bien. Et je me disais, je ne perdais pas espoir. Je pensais que ça allait pouvoir aller vers Le meilleur. Le meilleur. Merveille. le meilleur et pour le pire. Bon, Ouais, voilà, pour le pire aussi, j'en bien étais sûr. à ce moment-là à penser au meilleur. Ouais. Et puis, 2 ans après, elle décide de commencer des études. Je lui avais conseillé, on avait déjà été voir à l'université de Namur. Ça ne lui plaisait pas parce qu'elle voulait se prendre en main et elle voulait continuer à travailler malgré tout. C'est une femme très tenace, qui est très volontaire. Alors, tout en travaillant, elle a voulu... Quand elle a fini ses études, elle a commencé le travail. Non, oui, bien sûr, mais en Belgique, Ouais. tout en travaillant, elle a Tu peux voulu étudier. étudier. Et pas à l'UNIF parce que c'était à temps plein, mais au cours du soir. Elle avait choisi la comptabilité. Donc, la voilà pendant plus de 3 ans à l'école du soir. Donc, j'allais la conduire à 18h, je venais la chercher à 21h, et tout ça pendant 3 ans, un peu plus. Et puis, elle finit par passer son mémoire. Et j'étais convié à son mémoire, donc c'est une séance officielle avec 3 comptables de maîtrise, des gens de haut vol, des inspecteurs des finances, des gens vraiment qualifiés. Et à ma grande surprise, elle a su leur tenir la dragée haute. Je n'ai jamais vu une femme... Bon, Vous étiez vraiment impressionné par les actes que posait cette femme. voilà. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous arriviez au moment de votre séparation? Ce qui s'est Vous êtes passé, séparés? Oui, on s'est séparés pour des besoins comme beaucoup de couples. C'était en quelle année maintenant? C'était en 2020. En 2020, En donc 2 ans 2020. passés. Oui, c'est ça, exactement. Alors, quelles sont les causes de cette séparation? Comment ça s'est passé, les déroulements? Mais c'est moi qui lui ai proposé un jour, quand elle m'a dit que l'État était venu picorer sur son compte Oui. et avait ponctionné 2500 €. Ah, vous avez fait cela pour essayer de la protéger par rapport... Voilà. Par rapport à l'État, étant donné que moi je suis indépendant et que dès le moment où la personne, le mari est indépendant, le ménage en réalité est responsable vis-à-vis des impôts. Ah oui. Donc il y a une taxe qui est forfaitaire par rapport au ménage et une taxe qui est globale pour l'entrepreneur. Alors, le seul moyen pour vous était de divorcer avec votre femme, c'est ça? Oui, pour qu'elle ait ses apaisements et que l'État ne vienne pas continuellement sur Puiser son compte. sur son compte. Voilà. Alors, vous n'avez pas fait ça de sorte que c'était vraiment une séparation entre vous et votre femme? C'était une séparation qui destinée à mettre... Juste à vous trouver les moyens de trouver de l'équilibre Voilà. financièrement parlant. Exactement. Alors, comment est-ce qu'il est arrivé à ce que la femme puisse déjà vous dire, je sais pas,
séparation, parlez-nous un peu de cette séparation avant qu'elle en prenne les questions du côté de Dino. Séparation d'abord, il faut, pour prouver que la femme est bien séparée de son mari, il faut qu'elle ait une adresse. Et donc, je rénovais justement un appartement quelque part, je lui dis voilà, cet appartement il est rénové, tu vas dans cet appartement pour que l'agent de quartier vienne vérifier si tu habites bien là, indépendamment de moi. Mais on continuait à rester ensemble, on vivait toujours ensemble. Mais à un moment donné, elle me dit, mais l'agent de quartier n'a toujours pas fait son travail parce que je n'ai toujours pas mes papiers. Donc il fallait un peu changer sa manière de vivre et peut-être... S'il touchait trop à la bière ou l'alcool, il devrait arrêter. Non, c'est pas là la question. Il fallait qu'elle puisse démontrer qu'elle habitait ailleurs. Ah oui, ça c'était juste pour l'habitation. Oui, c'était juste pour les papiers. Oui, les papiers, voilà. Et après, vous nous avez parlé d'un endroit, vous étiez allé, disons, chez les nécrologues. Donc, elle avait continué à vivre avec moi, tout en allant de temps en temps dans cet appartement. Et un beau matin, un samedi, elle me dit j'ai une surprise pour toi. Et je dis mais quoi? Dis-moi, mais viens, je vais te montrer. Dis-moi, quelle surprise. Non, ne tracasse pas, viens, je vais te montrer. Et puis elle est allée dans sa chambre? Non, en fait nous sommes partis dans sa voiture et quelques minutes après, c'était pas loin d'où on habitait, je me vois arriver dans un quartier résidentiel, nouveau quartier résidentiel. Et là, directement, j'ai pensé qu'elle avait pris un appartement sans me le dire. Et c'est à ce moment-là que vous avez commencé à vous faire des idées que non, voilà... J'ai dû assister à la remise des clés sans rien dire. Je lui ai même donné des conseils. Il y a telle chose qui ne va pas, il y a telle chose, attention à ci ou à ça. Voilà comment ça s'est passé. Donc je lui dis, mais écoute, tu sais qu'on devait quand même continuer à vivre ensemble. Pourquoi as-tu été chercher un appartement? Voilà. Alors moi je me pose des questions pendant ces 8 ans. Pourquoi vous ne vous êtes pas fait d'enfants Parce qu'en fait, les 2 premières années, on aurait souhaité en avoir. Et dès le moment où elle a pris la décision de commencer à reprendre des études, elle était submergée par le travail intellectuel, informatique. Ça ne vous a pas permis d'avoir d'enfants? Mais les temps aussi je lui ai dit simplement, écoute, on va attendre la fin de tes études. Ah oui. Mais c'est 3 ans de plus. Oui, c'était 3 ans de plus. Vous avez remarqué que vous avez exagéré d'années, mais il n'y avait pas d'enfants. Et vous n'êtes pas inquiété? Sur 3 ans de temps, les idées changent. Les idées changent au contact de qui? Au contact des proches, des proches au travail, des proches à l'UNIF, des proches amis de la diaspora béninoise, etc. Très bien. Ce qui fait qu'elle a, à mon avis, pour moi, subi de très mauvaises influences, tout simplement. Très bien. Je reviens vers vous, je vous garde un peu, mais je vais finir. Nino Braun, selon l'histoire, quand vous entendez, j'espère que l'histoire a été écrite, vous a été remise, mais moi je me pose des questions, comment pourriez-vous vivre avec une femme chez vous en Belgique? On peut vivre avec une femme pendant 8 ans sans pour autant faire des enfants, pour attendre les systèmes des études et des travail? Franchement, c'est chacun sa façon de voir. Moi, je peux pas attendre 8 ans sans avoir un enfant. Et puis les enfants, c'est parti. Les enfants, quand ça vient, ça demande pas, tu vois. Quand tu restes 8 ans avec une femme, chaque nuit, il y a les relations et tout ça. Tu fais rien, apparemment lui faisait rien avec sa femme. C'est-à-dire que je pourrais dire, oui, il y avait quand même un problème de libido, parce qu'après un certain temps, comme elle étudiait, elle était accaparée par les études, je dirais qu'en semaine, on ne se voyait pas très souvent comme des amoureux. Et elle avait préconisé que finalement, on devait se rencontrer le dimanche matin. Et le dimanche matin, entre guillemets, on fait un petit quelque chose.
Ben, moi, je sautais sur le petit quelque chose parce que c'est ce que j'attendais pendant toute la semaine. Ouais, peut-être un câlin, un truc comme ça. Et comme un câlin, un peu plus qu'un câlin. Un peu plus qu'un câlin. J'étais tellement amoureux de cette femme. Ouais, voilà. C'était dans votre chambre. Le fait, oui, dans notre chambre. Elle vous appelle. Oui, on allait donc fêter le dimanche matin. Très bien. Mais le problème, c'est le suivant, c'est qu'on ne se rend pas compte toujours où on va. On aime quelqu'un et on accepte les desiderata de cette personne, mais on s'aperçoit finalement, quand on parle à d'autres, mais ça ne correspond pas à la vie habituelle. Oui, bien sûr. Un homme et une femme se rencontrent beaucoup plus souvent au lit qu'une fois par semaine. Très bien, chacun a ses pensées. Chacun a ses pensées, mais quand même, on m'a même dit dans certains cas, mais c'est un manque de respect. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais Très une bien. femme qui ne se livre pas à son homme régulièrement, normalement, intimement, naturellement, il y a une forme de respect. Le problème, c'est que vous êtes un peu trop gentil, vous les hommes de l'Orient ou les Européens. Oui, je pense que finalement, on est doux. On aurait tendance à être montrés comme des moutons. Ouais, voilà. Sur ce, les femmes vous montent dessus. Ben, j'aurais tendance à croire que oui. Trop bon, trop couillon. À entendre. C'est votre langage, hein. Je ne dis pas trop bon, trop couillon. Oui, je sais bien. Vous êtes trop bon, vous. Je ne le remettrai pas à ma personne parce que je sais qui je suis. Je ne suis pas non plus un prédateur pour autant. Voilà. Mais je sais me faire respecter. Mais à partir du moment où vous tombez sur la coupe d'une personne que vous aimez et que vous portez, je dirais, au firmament, Et puis qui vous déçoit. vous en faites une fierté. C'est votre fierté. Elle fait partie de vous-même. Ouais. C'est un morceau de votre chair. Très bien, mais j'avais une question. Quand est-ce qu'elle vous a dit qu'elle va vous quitter maintenant, elle est prête à partir? Oui, ça s'est fait incidemment comme ça. La dernière année, j'ai vécu quand même avec l'intuition formelle qu'elle préparait son départ. Mais je ne voulais pas y Vu croire. tout ce que vous avez parlé, tous ces points que vous avez énumérés, je ne voulais pas y croire. vous ne voulez pas y croire. Parce que durant cette année... Et parce que l'amour vous a aveuglé en même temps. Complètement. Ouais. Complètement. Et après, les jours qu'elle vous appelait, c'était dans sa chambre qu'elle était en train de trembler. Vous avez Non, nous étions d'abord ce soir-là en train de regarder The Voice. Et on s'échangeait des blagues à propos des chanteurs. Donc tout était amical, gentil. Ouais, l'ambiance était orientale. Oui, Voilà. sans problème. Très bien. Et je lui dis vers midi, mais vers minuit, chérie, tu montes? Elle me répond, monte toujours, j'arrive. Voilà. Et puis une demi-heure après, elle rentre dans le lit et moi j'étais quasi en train de dormir. Alors quelle ne fut pas ma surprise à 7h du matin, alors qu'on n'avait pas l'habitude de se lever le dimanche matin à 7h du matin, Voilà. je la vois assise sur le lit, les paumes sur le matelas, en train de trembler. Elle tremblait. Elle tremblait. Et vous vous êtes dit, tiens, mais qu'est-ce qui ne va pas par ici? Oui, forcément. Mauvaise Je nouvelle. me réveille à peine et je la vois trembler assise sur le lit. Et vous Je êtes dis, dit, mauvaise nouvelle. Jocelyne, il y a un problème. Jocelyne, elle tremblait, elle ne me répond pas. Elle quitte aussi sec la chambre. Elle rentre dans la salle de bain, 2 minutes, elle descend 4 par 4 les escaliers, elle se retrouve dans le salon. Et alors je me dis, mais cette fois-ci, là, il y a vraiment un problème. Voilà. Je saute du lit et je la revois l'avez suivie, voilà. dans le salon. Elle était habillée, avec son sac en main, Oh. et pour mieux marteler ces mots, elle me dit, Jean-Luc, en appuyant de ses mains, de ses doigts, le mur, elle me dit, Jean-Luc, je te quitte, c'est fini. Vous lui avez posé la question de savoir pourquoi elle part? Oui, je lui ai posé la question, mais elle s'est empressée de partir, et elle me dit, je te quitte parce que tu ne m'as pas fait de bébé. Alors c'était la faute à qui alors? Alors pour moi, là je suis formel, là il y a une question de... Tu fais noyer sans chien, la crise des Reich? Oui, c'est ça. Je dirais de fourberie. J'appelle ça de la fourberie. Oui, voilà. C'est dévier la vraie Dévier vérité la vraie vérité pour s'accrocher
obtenir un avantage. Oui, s'accrocher à la liberté. Pour s'accrocher à la liberté. Très bien. Alors, de cette fourberie-là, j'en ai fait tout un plat. J'ai étudié son comportement, j'ai étudié son caractère et j'ai compris que c'était une femme extrêmement manipulatrice et même de l'ordre de manipulateur pervers narcissique. Et là, vous avez au moins compris que dès le départ, déjà, votre histoire était salement déjà. Elle avorte seule, sans votre accord. Oui, mais à partir du moment où elle me dit Jean-Luc, je te quitte parce que tu ne m'as pas fait de bébé, et qu'elle continue allègrement à descendre les escaliers très vite, comme pour dire ciao, je vous quitte. Très bien. Alors, Nino Braun, comment vous entendez quand une femme vous quitte déjà brutalement, sans raison, et depuis, moi je pense que c'est le début qu'il y avait déjà un problème quand elle est partie avorter. Exactement. Moi, quand Jean-Luc m'a exposé un peu ce qu'il vient de vous exposer là, moi je lui ai dit, écoute, la fille était déjà préparée à partir. Qui commence mal, finit mal. Voilà. Qui commence bien, finit bien. Finit bien. Très bien. Et la fille, ça se voyait qu'elle avait déjà son idée en tête. Elle voulait se faire de l'argent, s'est trouver de papier, s'est stabiliser, étudier, finir, s'est trouver un travail. Voilà. Et puis partir. S'acheter un appartement, et puis elle est partie. Mais moi, j'avais une question à lui poser. Depuis que vous vous êtes séparés, vous ne vous êtes jamais rencontrés. Ça fait 2 ans déjà. Si, pendant les 2 premiers mois, j'étais un peu comme un petit chien, un petit toutou qui venait gratter à sa porte. Ça, ce sont les défauts que vous reconnaissez. Je reconnais que j'étais un peu... Quand elle vous a quitté, vous allez encore la chercher. Ah oui, oui, et je lui offrais, par exemple, des morceaux de gâteau qu'on mangeait ensemble, qu'elle appréciait. Je lui offrais des roses. Elle venait, elle acceptait tout. Elle acceptait, elle me disait, mais il faut même pas... coucher ensemble. Non. Non, ah non, jamais. Elle ne voulait pas. Ah non, ça c'était fini. Oh oui. C'était fini. Et vous avez fait tout pour qu'elle revienne, mais c'était difficile. Oui, vous l'avez jamais rencontrée avec un homme? Jamais. Jamais. Mais un jour, elle me dit, ça commençait à bien faire pour elle parce que j'essayais de contourner, elle me voyait essayer de contourner sa décision. Et à partir de ce moment-là, elle est devenue beaucoup plus dure. Elle a commencé à me mépriser. Et le mépris, je ne m'attendais pas à ça. Parce que vous étiez trop gentil, n'est-ce pas? Parce que je venais la trouver, je venais... elle vous envoie, il n'y a pas... Elle m'envoyait... vous êtes patient, elle vous dit attendez là, vous attendez. Elle m'envoyait au calendrier grec tout simplement. Très bien. Merci beaucoup. Mais Nino, qu'est-ce qui se passe avec les gens de l'Orient, d'Europe? Ce qui veut dire que vous, de l'Europe, vous n'avez aucun droit à parler à une femme. Lorsque vous n'exercez pas vos autorités, qu'est-ce qui se passe un peu dans votre pays, l'Europe au fait, le continent? Ce qui arrive, c'est souvent les caractères européens et africains. Nos femmes, elles sont un peu plus dures. Et quand elles tombent sur un mec qui est trop gentil, qui laisse trop faire les choses, ou que la fille sait comment faire pour avoir ce qu'elle veut du mec, des fois c'est comme ça que ça se passe. Donc, on dirait en Europe, les femmes noires montent sur les hommes, les blancs. Ça dépend avec quel homme. Est-ce que c'est vraiment un peu trop pop de rencontrer des femmes noires avec de vieux hommes blancs ensemble? C'est vraiment rare. En Europe, vraiment voir une femme blanche, grand-mère, grand, avec un grand-père noir, ensemble, c'est rare. C'est rare. C'est très rare. Et qu'est-ce qui se passe au juste? Ce qui se passe, c'est qu'un instant, c'est que le blanc et le noir, quand ils grandissent, dans le couple, un instant, quand le blanc se laisse trop faire. Donc le blanc, il est trop bon. Que la femme arrive à trop la gérer et à la fin, la femme a besoin d'un homme. Quelqu'un qui a quand même un peu de son autorité, qui arrive quand même à grincer un petit peu. Exactement. Voilà, donc c'est ça, c'est qui vous manquait. En fait, je ne pense pas, parce qu'en fait, j'ai quand même... Il faut être un peu avec des femmes. Oui, je suis d'accord. C'est pas que je manque... Faire un peu beaucoup d'enfants avec des femmes. C'est pas que je manque de fermeté. Mais à partir du moment où vous êtes pris dans le carcan amoureux, vous perdez un peu trop vite les notions du temps, la notion du respect, et on vous manque de respect et vous ne vous en rendez même pas compte, parce que vous commencez à avoir une habitude qu'on vous parle de telle manière. C'est les gens de l'extérieur qui vous disent ta femme,
tu entends comme elle te parle? Ah non, non. Ah, le problème, c'est que tu étais inconscient de ce qui J'étais inconscient. toujours aveuglé par l'amour, beaucoup d'affection parce envers que sa cette femme, encore une fois, je me répète, je la mettais sous globe. Voilà. Donc pour moi, elle était... Votre fille. J'avais une fille, j'avais une femme. Vous avez aussi vous avez des enfants, non? Oui, j'ai déjà. Vous avez les deux filles, oui, que je vois dans la photo, il y a deux filles. Oui. Mais moi, j'aimerais que vous puissiez nous dire, enfin, parce que c'est par ici que nous allons chuter, je vais pouvoir vous retrouver sur une autre façade. Nous aurons une autre émission que nous allons pouvoir passer ensemble. Avec Mais plaisir. moi, j'aurais bien voulu que si Jocelyne vous suivez maintenant, s'il y a un message fort que vous allez lui passer, et un message que vous allez passer à ces gens qui vous ont suivi. C'est à eux que vous devez vous adresser. Mais si une femme africaine rencontre un blanc, c'est la toute première condition pour que les choses se passent bien. Parce qu'il ne faut pas croire que les femmes qui arrivent là-bas et qui divorcent systématiquement de leur homme parce que il a été transformé entre guillemets en portier Schengen. Moi, je ne suis pas un portier Schengen. Je ne suis pas là pour faire passer des femmes noires en Europe. C'est pas mon rôle. Moi, je suis là. Mais non, je ne suis pas un pont. Voilà. Je ne suis pas non plus un pigeon. Très bien. Donc, ce que je veux, c'est la sincérité. C'est au moins ça. C'est très important, la sincérité dans le couple. Dès le départ. Vous n'avez pas appris quelque chose de toutes ces femmes qui vous ont fait la même chose? C'était même chose mais différemment. Prochainement, vous allez choisir quel genre de femme? Vous n'êtes pas dit comment vous pourriez choisir? Je vais aller plonger dans la sincérité de la femme. Je vais l'extirper, je vais sentir tous les détails. Je vais exactement savoir qui a anguille sous roche ou pas. Ouais, anguille sous roche surtout. Voilà. Surtout. Merci. Alors Nino, à vous quand même de finir l'histoire, puisque c'est vous qui l'avez chanté. Jocelyne, c'est un clip qui vient de faire quand même un succès sur toutes les plateformes. Je vous invite à le regarder. Voilà, votre dernier mot à propos de l'histoire et que vous allez aussi appeler les différents fans à bel et bien pouvoir écouter cette chanson. Voilà, c'est comme il a dit Jean-Luc. Voilà. Et on va pas dire que toutes les femmes sont mauvaises. Oui. Pas toutes les femmes africaines sont mauvaises. Il y a des très bonnes femmes africaines. Donc ici, il est histoire de connaître quelle est la bonne personne. Voilà, c'est vraiment prendre le temps. Et aussi en amour, pas tout donner en un coup. Se réserver en amour. Très bien. En jaugeant comment, quelle capacité. En observant, voilà, en testant. En testant, en voyant l'amour qu'elle vous rejette, pour voir si vous pouvez remonter votre niveau d'amour. Voilà. Si vous pouvez faire confiance et vous donner à corps perdu. Quoi. En fait, je dois ajouter une chose très importante, c'est que dans nos pays en Europe, il y a quelque chose qui ne va pas. Je trouve que la société est en train de s'enfoncer dans quelque chose qui n'a plus rien à voir avec les vraies valeurs, la vraie vie, l'amour, le sentiment. Les gens deviennent de plus en plus matérialistes et sont rivés souvent à des émissions de TV qui n'ont plus aucun cadre, de la rigolade, il y a plus de sérieux. Je peux le dire parce que j'en viens. Je viens de la Belgique, donc je peux vous le dire tout droit. Il faut savoir qu'en Belgique, il y a 71% de cas de divorce, ce qui n'est pas normal pour un pays et pour une société. Vous revenez vers le sud de l'Europe, au Portugal, il y en a 63. Donc la Belgique a vraiment le fleuron, a atteint vraiment le maximum de cette folie. Les gens ne sont plus vraiment confiants. C'est pour ça qu'ils divorcent. Ils ne sont plus confiants l'un l'autre et ils divorcent bêtement, sans savoir pourquoi, sans savoir où ils vont. Et alors, reprenons le cas de la France. Là, ils sont à 53%. Cherchez et prenez vos informations. Cherchez vous-même cas de divorce en Belgique. Vous trouverez sur Internet. Il n'y a aucun souci. Merci Nino. Comment les gens pourront retrouver cette chanson sur les plateformes? Vous allez sur YouTube, vous tapez Nino Brown. N'oublions pas de mettre un T au bout de Brown. Un fond belgo-congolais. Ouais, entre les deux frontières. Ouais, et vous tombez sur Ma Jocelyne. Vous tapez Ma Jocelyne Nino Brown. Vous tombez directement dessus. Quoi. Très bien. Ouais. Alors, Jean-Luc,
Dernier mot pour ceux qui nous ont suivis. Quel conseil? Dans la relation, aucune ambiguïté ne peut être tolérée parce que ça crée des problèmes, ça crée des drames. Et d'effacer ce que j'ai connu dernièrement. Puisque l'amour s'efface que par l'amour. Ça peut être. Nul ne peut remplacer quelqu'un. Une femme ne peut pas être remplacée par une autre. Mais on peut effacer le passé. Donc effacer ce qu'on a vécu. Je veux d'abord dédicacer le manager d'ici, Gunther Lussassou. Et je veux aussi dédicacer mon manager là-bas en Europe, Frimosité, Junior Mat. Un grand bonjour à Nadesh Petit, à Ige Kitoko et à Jeanne Petit, la famille Mbambi. Et Yandé, tout le monde, un grand bonjour. J'étais heureux de rencontrer le journaliste ici avec lequel on a discuté à table à bâton rompu. Je pense aussi à mes amis belges qui, par hasard, pourront rencontrer l'émission. Et aussi ici, quelques personnes que j'ai rencontrées en Afrique, comme Bénédicte, comme Rebecca, comme Laetitia. Ce sont toutes des femmes que j'ai rencontrées, qui sont très, très bien de leur personne. Et voilà. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous allons boucler la boucle de notre conversation. Mais seulement big dédicace à celui que l'on appelle Eric Nkoi Igef Eric le boss, était en train de suivre cette émission, sans oublier Oscar Bokolomba Iwawa, le PDG des lentilles incendie Asti International, Bob Kuba double Rolex en or. Ce sont les boss de Bob Joseph, la grande classe. Mesdames et messieurs, restez forts, courageux, braves et ne laissez jamais les suggestions qui viennent du monde extérieur vous déboussoler. Vous avez entendu l'histoire, écoutez l'histoire de Jocelyne. Ça va vraiment vous fortifier, vous montrer comment sortir de la souffrance. Merci à Tom Zakimwena de nous avoir assuré du côté des images. Merci Dorcas Ngangola, notre assistante. Merci à vous et bonnes conditions télévisuelles à vous. Je suis Bob Joseph, la grande classe. Merci.